Bonjour Sébastien Lemire. Bonjour. On est content de vous rencontrer. En fait, la vie agricole, LVA TV, notre chaîne télé web, se déplace depuis le mois de juin en région parce que la Covid nous le permet un petit peu. Et merci de le faire. On est content d'aller même si loin parce qu'on est basé, comme tout le monde le sait, à Québec et là on est rendu en Abitibi, on était hier au Témiscamingue. On souhaite vraiment rencontrer les producteurs, rencontrer les décideurs sur le terrain. C'est ce qu'on fait avec vous, on est vraiment content parce que ça s'est fait un peu dernière minute. Puis vous avez dit oui, je vais être là, je vais être au rendez-vous sur la ferme Bordelot. Puis on a comme 1 million de questions à vous poser. On est en début de campagne fédérale qui a été déclenchée il y a quelques jours. Malheureusement. Malheureusement, dites-vous. Il reste que nous, la section web de la vie agricole s'est développée en 2017 autour des élections provinciales. On avait reçu François Legault, Manon Massé, Philippe Couillard, etc. C'était un peu, on s'intéresse beaucoup à la politique en agriculture. Puis c'est important parce qu'on oublie que les enjeux politiques et économiques en agriculture, il faut s'en occuper si on veut que ça avance un peu. Et là, majeur. On est content de vous avoir parce qu'on a 1 million de questions à vous poser. Mais d'abord, bienvenue en Gendrony, si vous avez suivi un peu la politique provinciale. Oui, on est ici sur le territoire de François Gendron, qui est effectivement une référence en agriculture. Et bravo d'avoir cette sensibilité-là de venir là où se fait l'agriculture. Parce qu'effectivement, les grandes décisions vont être prises à Québec, à Ottawa ou dans les centres financiers, Toronto, Montréal. Mais la réalité terrain des fermes familiales est trop souvent négligée dans les prises de position. Il y a une chose que j'ai remarqué hier. Hier, on était en fait aux maternités d'Olimel. Dans la phase 1 des maternités, on a visité la construction de la maternité 5. Oui. Et ce qui nous a surpris en sortant de la maternité, c'est qu'on regardait les champs, on disait, oh, c'est donc bien beau ces champs-là. Moi, j'avais quand même une lecture du Témiscamingue, oh, ça doit être loin, puis on dit que les terres coûtent moins cher, puis il y a des beaux champs. C'est peut-être le dernier endroit dans le monde où on a des grandes terres bio disponibles pour de l'agriculture. Il y a un défi sur la mise en agriculture, en production agricole. Et ça, c'est peut-être un des programmes qu'il faudra créer au gouvernement fédéral. Des programmes pour planter des arbres, là, les 2 milliards d'arbres de Justin Trudeau, on les attend encore. La réalité, c'est que les programmes fédéraux de plantation d'arbres, on a peut-être 50% des objectifs du Québec en Abitibi-Témiscamingue. À un moment donné, il va y avoir un clash. Pour ça, moi, j'ai déjà initié des rencontres pour voir comment on peut s'assurer un bon partage. C'est pas toutes les terres agricoles, les terres en friche qui sont propices à l'agriculture, on s'entend, mais il y a quand même cet esprit-là qu'il faut avoir en tête. Si la montée des changements climatiques fait en sorte qu'ici, Agriclimat nous amène à dire qu'on va avoir la température de la Montérégie, ou du nord des États-Unis, du nord-est des États-Unis, selon des scénarios pessimistes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir développer notre agriculture, on va être davantage propice à ça, on a encore des terres bio, il faut être capable de pouvoir prévoir ça. C'est sûr que les changements climatiques vont certainement amener des changements au Témiscamingue, mais déjà là, on voyait, nous, de notre visu, là, on a vu des très très beaux champs. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a des ententes avec les producteurs? Je voyais qu'on se loue à des ententes pour le transférer leur lisier dans les champs, il y a quand même une matière organique en fait, qui vient comme ça. Vous, en tant que député, la lecture on va parler du porc, on va parler du bœuf dans un premier temps. La lecture sur le porc, c'est quand même des grosses usines, c'est 2400 truies par usine, je pense que c'est 35 000 cochons produits par maternité, mais il reste qu'on dirait que ça se passe relativement bien, que la population l'accepte. Est-ce que c'est parce que c'est loin de tout en fait que... Ben, moi je dirais que Olimel a bien fait les choses. T'sais, on parle souvent de l'acceptabilité sociale, puis pour avoir travaillé dans un cabinet de relations publiques, Octane Stratégie pour ne pas le nommer, là, sur ces enjeux-là d'acceptabilité sociale, l'idée d'aller en amont vers les gens, leur présenter les projets, d'évaluer avec eux quelles sont les conséquences, les désagréments, puis sur lesquels il faut agir. Qu'est-ce qui va être inacceptable? Évidemment, on pense souvent à l'odeur dans ce contexte-là. Donc, c'est quoi les solutions qui ont été mises en place par la compagnie, notamment l'épandage qui se fait comme en dessous de la terre, qui fait en sorte que, effectivement, quand on est sur place, on le sent pas. Ça a été bien fait de ce côté-là. Évidemment, le souhait de pouvoir avoir des gens qui s'intègrent dans la communauté, les travailleurs chez Olimel ils ont cette préoccupation-là d'intégrer, puis même les travailleurs étrangers qui s'intègrent à la communauté, ça fait partie du modèle d'affaires qu'ils ont fait puis qui effectivement fonctionne bien. Là, en ce moment, on est dans la ferme Bordelot, donc spécialisée dans la production de bœuf, le Angus et le Wagyu, qui est le Angus bien connu, le Wagyu un peu moins connu. On va d'ailleurs goûter tout à l'heure au barbecue à tout ça. Mais je voulais savoir un peu comment vous voyez l'accompagnement de la production de bœuf, parce que la production de porc, c'est assez intégré maintenant en général. Les choses se sont comme stabilisées. Dans le bœuf, quand on parle aux producteurs, souvent ils nous disent, encore on a parlé avec la famille Bordelot il y a quelques heures, ils nous disent c'est un peu problématique quand même parce qu'il y a 15 ans, il y avait 200 et quelques mille têtes de bœuf au Québec. On est en dessous de 75, 70 000 aujourd'hui.
c'est comme si on n'avait pas trouvé la façon de garder la filière bœuf au Québec. Est-ce que c'est un problème d'abattage? Est-ce que c'est un problème de transport? Il est où le problème? Bien, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, le problème d'abattage, il est majeur. On est ici, à Clerval. Moi, je peux donner l'exemple notamment d'Écoboeuf, qui est du côté du Puy, qui font un projet, notamment en lien avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc la chaire de recherche sur l'agriculture. Comment qu'on fait pour donner les meilleures conditions, notamment sur la captation de carbone, la présence des arbres et tout, pour nourrir la bête de façon la plus écologique possible. Un problème qu'ils ont qui est majeur, c'est qu'il faut qu'ils fassent 745 km. Je l'ai calculé là, avec mon téléphone pour l'abattage de Marieville quand j'étais à leur ferme. Est-ce que la solution serait de... Ici, j'ai regardé, il y a de l'abattage, il y a de la vente à la ferme qui se fait, donc il y a un peu d'abattage qui se fait. Oui. Mais l'abattage à la ferme n'est pas quelque chose de généralisé. Non. Mais par contre, quand on parle avec les producteurs, ils nous disent, si je vends un veau, je l'élève pendant 8, 9, 10 mois, je fais $75. Si je fais l'abattage et que je vends à la ferme, je fais $2 500. Il y a quand même une grosse différence. Exact. Comment on fait pour que ça devienne une généralité, en fait? Bien, le besoin d'un abattoir en Abitibi-Témiscamingue, il est immense. Pour justement, oui, sauver sur les coûts de transport, sauver sur l'environnement, forcément, sur la qualité de ta viande, parce que c'est pas vrai que ça affecte pas un animal de faire 8-10 heures de route, là. Après ça, le besoin aussi de pouvoir acheter chez son voisin que nos restaurants, on a une ferme, pas une ferme, un abattoir là, de proximité, si on veut, là, qui est la compagnie des Pras. Eux ont un projet d'agrandissement majeur qui est important et ce qui permettrait notamment, effectivement, de s'adresser dans nos commerces, dans nos épiceries, que nos restaurants puissent vendre de la viande locale. C'est la responsabilité du fédéral, du Québec. On entend souvent le MAPAC nous dire que, puis c'est normal, depuis la pandémie, il y a un discours très très favorable à l'autosuffisance alimentaire, à l'autonomie alimentaire. Tout à fait. On commence à sentir que le ministre de la Montagne a peut-être un intérêt pour l'abattage de proximité, même si c'est encore très pilote les projets. Mais en même temps, on nous dit aussi souvent que l'abattage, c'est fédéral. Hein, donc, il y a comme deux niveaux. Là. Il y a effectivement deux niveaux. Moi, la préoccupation, c'est qu'effectivement, on passe en deuxième vitesse. C'est pour ça que j'ai fait produire une étude. D'abord, c'est quoi les besoins en Abitibi-Témiscamingue, la perception? Parce que quand j'ai travaillé à l'UPA il y a 3 ans, c'était très cynique. Le langage de l'abattoir, parce qu'il a tellement été désiré par les producteurs. Et des données dans cette étude-là, de 2001 à 2020 à peu près, on a perdu à peu près la moitié de nos fermes, notamment dans le bovin. Donc c'est notamment dû, puis dans d'autres productions, l'agneau et tout, et c'est notamment par l'absence d'un abattoir. Vous étiez impliqué à l'UPA dans la relève agricole, je pense, dans la région ici, c'est ça? J'ai plusieurs responsabilités, responsable du syndicat d'Abitibi, responsable du syndicat de la relève agricole, j'ai été agent de communication, agent de formation agricole. Vous avez connu de près toute la saga en fait, du Lévis-Colbex, parce que beaucoup de producteurs de bœuf, on dit de bœuf, mais de vaches de réforme aussi, sont encore avec beaucoup d'amertume de ce projet grandiose, mais qui a un peu fini en queue de poisson. En fait. Tout à fait. Je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, je n'étais pas là à ce moment-là, mais effectivement que ça a laissé un traumatisme. Mais nos traumatismes aussi dans la région, François Gendron nommait en campagne électorale la dernière fois, tu sais, moi les abattoirs, Sébastien, j'ai coupé 5 rubans. Mais j'ai été obligé d'en fermer 5 abattoirs. Pour différentes raisons, la fidélité des producteurs, la capacité, la concurrence, dans certains cas, la perception de la qualité du produit, le défi immense d'un approvisionnement constant dans les marchés d'alimentation. Assurément, le fait de pouvoir avoir ce fournisseur-là qui va donner une place sur les tablettes en priorité au marché local, il y a une mode qui commence. Et j'espère qu'elle saura être durable, notamment avec l'étiquetage de produits québécois et qu'on sache que quand on achète un produit, moi, c'est le besoin de savoir que, Colin, je suis capable d'acheter un bœuf local. Donc, le hasard veut qu'au marché public, bien, effectivement, j'ai pu acheter les produits de la ferme Bordelot et j'ai bien hâte de découvrir un peu ce midi, puis sinon, bien, ils sont dans mon congélateur. Mais on n'a pas la même capacité, la même concurrence que les autres grandes chaînes d'alimentation. Alors, Sébastien Lemire, j'aimerais aussi qu'on aborde un sujet qui est sensible au Québec. Alors, il y en a plein de sujets sensibles en agriculture. Hein. La gestion de l'œuf en état, les pesticides en sont un, les travailleurs étrangers, au moins deux. D'une part, la gestion de l'œuf. Vous vous situez où par rapport à ça? J'imagine que vous soutenez la gestion de l'œuf, vous êtes au Bloc québécois. Tout à fait. Quelles sont les stratégies pour sauver la gestion de l'œuf du côté du Bloc québécois? Puis l'autre sujet, c'est les travailleurs étrangers. Je sais que vous avez fait une sortie récemment en disant que les travailleurs étrangers avaient été mal accompagnés cette année. Puis effectivement, il y a quelques producteurs du Témiscamingue qui nous ont écrit en disant cette année, ça nous a coûté un peu cher.
Tout à fait. D'abord, sur la gestion de l'offre, une de mes plus grandes frustrations de partir en campagne électorale, à part le fait que ce soit irresponsable, là, si on pense à le contexte sanitaire, mais c'est aussi le travail parlementaire. Parce qu'il nous reste encore 2 ans de travail. 2 ans dans lesquels des projets de loi, des travaux de comité qui sont avancés. On est en 3e lecture sur le projet de loi pour protéger la gestion de l'offre, s'assurer qu'il n'y ait plus jamais de brèche dans les accords internationaux. Même le premier ministre Trudeau a voté pour en 2e lecture. Est-ce que c'était stratégique, électoraliste, etc.? On ne sait pas. Mais ce projet de loi-là est mort au feuilleton aujourd'hui et c'est extrêmement triste. On aura à refaire tout le processus parlementaire pour s'assurer que l'agriculture ne soit plus jamais un objet de marchandisation. Au jour d'aujourd'hui, vous nous dites que la gestion de l'offre est encore un peu à risque pour son avenir. Elle le sera toujours. On le voit, là, tu sais, je veux dire, l'arrivée, quand on voit des publicités de fermes, de Fairlight, par exemple, de lait américain, mais qui se dit canadien, qui arrivent massivement. C'est quoi? C'est 10% que nos producteurs, sur coup, avec l'accord transpacifique des États-Unis et celui avec l'Europe, donc à coût de 3-4% à chaque fois, c'est la marge de profit, là, elle est déjà pas grande en agriculture. Si tu coupes 10% de la capacité de production, tu coupes 10% des revenus, donc des profits. Donc, après ça, ça force les fermes à devenir de plus en plus grosses, à pouvoir revoir leur modèle d'affaires, à se diversifier et moins à se concentrer sur leur exclusivité dans le contexte laitier. Mais c'est vrai dans les autres spécialités, il faut être capable d'amener des solutions et notamment sortir l'agriculture des accords internationaux. En termes de travail étranger, travail temporaire étranger, parlons-en, puisqu'ici on a la ferme Bordelot, d'ailleurs il y a 8 Guatémaltèques qui travaillent ici. Ils sont nécessaires. On sait qu'aujourd'hui dans l'agriculture, s'il n'y a pas de travailleurs temporaires étrangers, c'est un peu compliqué. Mais par contre, c'est de plus en plus compliqué pour les avoir aussi. Alors, on fait quoi pour aider les producteurs? D'abord, disons-le, en Abitibi-Témiscamingue, il y a à peu près 3 ans, c'était assez exceptionnel des fermes qui faisaient affaire avec des travailleurs étrangers temporaires. Et maintenant, c'est exprimé comme étant une nécessité. La volonté des Québécois, des Canadiens d'aller travailler dans les champs, elle est beaucoup plus limitée. Donc, on a cette obligation-là pour ne pas faire pourrir les productions dans les champs, d'aller faire appel à des travailleurs étrangers, mais c'est extrêmement lourd. Moi, j'ai fait effectivement, en lien avec les gens au Témiscamingue, un communiqué au mois de janvier pour vous dire, regardez, il va y avoir des problèmes qui vont s'en venir dans les prochains mois. Et effectivement, j'en ai refait un autre en janvier pour dire ces problèmes-là, ils étaient prévisibles. En juillet, pardon. Et ils étaient prévisibles et on n'a pas su amener des réponses. Puis là, rajouter à ça l'injure à l'insulte, c'est que le programme de 1 500 $ est tombé à 750 $. Pour ceux qui n'auront pas appliqué après, mais pour différentes raisons. Notre saison est un peu plus tard, c'est complexe. Les dossiers qui sont investis pour pouvoir avoir accès à des travailleurs, on ne sait pas à quel moment ils arrivent, on ne sait pas à quel moment ils arrivent sur l'avion, s'il peut arriver sur un même avion. Et la demande est à la limite simple qu'on couvre les frais de déplacement, particulièrement dans le contexte COVID. Si un producteur agricole va chercher son travailleur à l'aéroport, il est obligé de prendre 2 jours hors de la ferme. Ou sinon, un autobus, c'est extrêmement complexe. Bref, il y a des lourdeurs qui sont imposées par notre éloignement et des réponses doivent être données. Au niveau administratif, là, pourquoi qu'on n'est pas capable? Ottawa s'occupe de l'enjeu de sécurité. On sait que la personne est sécuritaire pour le pays, parfait. Comment qu'on peut faire? Est-ce que ça peut être des ententes sur 3 ans, sur 5 ans, avec des renouvellements automatiques qui puissent se faire à la demande des producteurs, pas refaire une nouvelle demande administrative à chaque fois? Les producteurs, leur expertise, c'est de pouvoir être dans les champs, c'est pas d'être dans les bureaux. Là. Et pour finir, la question qui tue, les producteurs se posent toujours la même question, comme tous les citoyens. Le Bloc québécois, oui, c'est bien, ça représente le Québec au fédéral, mais finalement, ça prend jamais le pouvoir. Pourquoi il faut voter pour le Bloc québécois alors? Parce qu'on a une voix. Et on a une voix dans laquelle, trop souvent, nos producteurs agricoles, justement sur l'enjeu de l'agriculture, vont dire ce que les gens veulent entendre en campagne électorale, mais une fois rendus au pouvoir, se taisent. Quand est le moment de la prise de décision, nous, on va revendiquer encore haut et fort les besoins des producteurs agricoles. Je donne juste un exemple. Quand c'était le temps, justement, de voter sur la protection de la gestion de l'offre, le chef conservateur, Erin O'Toole, comme le caucus ontarien des conservateurs, a voté contre notre projet de loi. Les quelques députés du Québec ont voté pour. Il y a là une hypocrisie majeure. Nous, on parle d'une cohérence. Si c'est bon pour le Québec, on est pour. Si c'est pas bon pour le Québec, on va être contre. Et cette force-là, ce bloc-là qu'on peut présenter au Bloc québécois, a fait la différence dans de nombreux dossiers au cours du dernier mandat, puis ça va se poursuivre. Alors merci Sébastien Lemire d'avoir participé à cette quotidienne un peu spéciale en Abitibi. On vous remercie de nous avoir écoutés encore ce midi. On fait notre première quotidienne politique de l'année, puisque c'est le tout début de la campagne fédérale. Possiblement que d'autres s'annoncent. Déjà ce matin, François Lapointe, dans le libéral, dans le secteur nouveau libéral, puisqu'il est ancien député NPD, dans le secteur de Côte-du-Sud, nous a dit qu'il allait participer prochainement à une de nos émissions. Alors nous vous remercions d'être avec nous régulièrement tous les jours.
Aïe, aïe, aïe! C'était écœurant. Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien correct. C'est un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline. On a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main. C'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe.